Bon alors il y a quelque chose qui cloche avec les angles. Bonjour, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte en discutant avec des enfants de 6-7 ans parce que probablement moi-même j'étais trop conditionné par mon propre apprentissage des mathématiques pour pouvoir m'en rendre compte. Mais quand on discute avec des enfants donc, qui n'ont encore jamais étudié les angles, qui ne savent pas se servir d'un rapporteur, de choses comme ça, et qu'on leur montre un certain nombre d'angles comme ceci, spontanément, et qu'on leur demande de les ranger du plus petit au plus grand, eh bien très souvent, spontanément, c'est pas le cas à chaque fois, mais très souvent, ils les rangent comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez ce qui cloche ici, mais en fait, c'est l'ordre inverse par rapport à celui qu'on utilise habituellement, traditionnellement. C'est-à-dire que les angles que nous, on considère comme des grands angles, ils ont tendance à dire que c'est des petits angles, et vice-versa. Et alors au début, ça peut paraître un peu troublant, mais quand on discute un peu avec eux, eh bien, on se rend compte que finalement, c'est assez pertinent. Parce que imaginez qu'on regarde deux angles comme ceci. Un angle que nous, on considère comme un petit angle, et puis un angle que nous, de façon traditionnelle, on considère comme un grand angle. Eh bien, d'une certaine manière, celui-ci, il est plus pointu que celui-là. Ou encore une autre façon de le dire, c'est qu'il est plus anguleux. Si vous imaginez qu'avec un petit vélo, vous vous promenez sur une route qui a cette forme-là, eh bien, quand vous arriverez ici, vous allez devoir plus tourner que si vous arrivez là. Donc, d'une certaine manière, cet angle-là tourne plus que celui-là. Donc, il y a une certaine pertinence, une certaine logique à dire que cet angle-là est plus grand que celui-là. Et si on va même jusqu'au cas extrême, le cas extrême, c'est celui de ce que l'on appelle l'angle plat. Un angle plat, c'est ceci, où les deux branches de l'angle partent dans des directions radicalement opposées. Eh bien, l'angle plat, c'est pas vraiment un angle, on est bien d'accord, là c'est juste une ligne droite sur laquelle on a mis un point. Selon l'approche traditionnelle, cet angle-là, on dit que c'est un angle qui fait 180 degrés. Alors qu'il pourrait sembler quand même beaucoup plus logique de dire que cet angle, c'est un angle de 0 degré, c'est un angle qui ne tourne pas, c'est un angle qui va tout droit. Et donc quand on se fait cette réflexion, on peut se demander, mais finalement, est-ce que notre approche traditionnelle des angles n'est pas mauvaise, n'est pas biaisée? Est-ce que d'une certaine manière, ça vaudrait pas mieux de réformer la façon dont on mesure les angles? Et est-ce que pour la géométrie, ce ne serait pas plus logique de le faire d'une autre manière? Alors essayons de voir ce que ça pourrait donner. Regardons tout un dégradé d'angles comme ça. On vient juste de dire que l'angle plat, qui se situe ici tout à gauche de notre axe et qui dans l'approche traditionnelle vaut 180 degrés, devrait dans notre réforme mesurer 0 degré. Si on regarde de l'autre côté, à l'autre extrémité, on pourrait donc dire que l'angle qui traditionnellement mesure 0, alors qu'en réalité il s'agit d'un virage le plus brutal qui soit, puisqu'il fait un demi-tour, eh bien dans notre réforme, c'est lui qui pourrait valoir 180 degrés. Et puis, entre les deux, il suffit de graduer, il suffit de compléter. Sur notre nouvelle échelle, les angles grandissent de gauche à droite, comme dans l'intuition des enfants, et non plus de droite à gauche. On peut remarquer qu'en faisant ça, l'angle droit qui se situe pile poil au milieu de l'axe, eh bien, est le seul qui ne change pas puisqu'il continue à mesurer 90 degrés. Alors voilà, maintenant on a défini les choses, tout ceci c'est très beau, mais on peut se demander, est-ce que c'est utile? Est-ce que d'un point de vue de la géométrie, ça sert à quelque chose de faire ça? Eh bien la réponse est oui, et en fait vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de résultats géométriques qui deviennent beaucoup plus intuitifs, beaucoup plus évidents si on aborde les choses selon ce point de vue des angles réformés. Regardons un théorème qui est très connu. Si on prend un triangle totalement quelconque, comme ceci, eh bien il y a un théorème en mathématiques, selon l'approche des angles traditionnels, qui dit que la somme des trois angles d'un triangle vaut toujours 180 degrés. Eh bien ce théorème-là, si on essaie de le transposer dans notre approche réformée des angles, on trouve que la somme des trois angles d'un triangle ne vaut pas toujours 180 degrés, mais vaut 360 degrés. Et d'une certaine manière, c'est beaucoup plus logique. Pourquoi? Eh bien parce que si on fait la somme des trois angles, eh bien on fait un tour complet. Imaginez une petite fourmi qui se promène sur le triangle ici. Eh bien quand elle a fait le tour du triangle, elle a fait un tour complet sur elle-même, et un tour complet, c'est 360 degrés. Et donc d'une certaine manière, il y a une logique, on comprend intuitivement. Alors après évidemment il faut le démontrer, il faut essayer de faire une preuve géométrique, mais avant même d'avoir fait la preuve géométrique, il y a une explication de bon sens, intuitive, du fait que la somme des angles vaut 360 degrés, alors qu'ici le 180 degrés c'est un demi-tour. Où est-ce qu'on voit un demi-tour dans le triangle? C'est pas si évident que ça. Et d'autant plus que cette approche-là, elle se généralise pour des figures avec plus de côtés. Si vous prenez un quadrilatère, donc un quadrilatère, c'est une figure qui a 4 côtés. Eh bien, dans l'approche traditionnelle des angles, la somme des angles d'un quadrilatère vaut toujours 360 degrés. Et ensuite, si on prend un pentagone, donc toujours un pentagone quelconque, comme ceci par exemple, hop, eh bien ce même théorème va nous dire que la somme de ces angles fait 540 degrés. Et ainsi de suite, en fait, dans l'approche traditionnelle,
eh bien, à chaque fois qu'on rajoute un côté à une figure, eh bien, on fait plus 180, donc on a un décalage de 180 degrés qui se fait à chaque fois qu'on rajoute un angle. Alors qu'avec notre réforme des angles, eh bien, le théorème est beaucoup plus simple, c'est quel que soit le nombre de côtés, la somme des angles d'un polygone vaut toujours 360 degrés. Vous pouvez prendre un polygone qui a n'importe quel nombre de côtés. Selon l'approche réformée, eh bien, la somme de ces angles fera toujours 360 degrés. Et encore une fois, l'explication est la même que pour le triangle. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si vous faites le tour du polygone, eh bien, à la fin du tour, vous avez fait un tour complet, et un tour complet, c'est 360 degrés. Alors que dans l'approche traditionnelle, on a ce décalage de 180 degrés qui se crée à chaque fois, dont on ne comprend pas très bien intuitivement d'où il vient, pourquoi est-ce qu'on a plus 180 à chaque fois qu'on rajoute à côté. Et en fait, ce 180 degrés en plus, là, peut-être qu'il vient tout simplement du fait qu'on a décidé qu'un angle plat valait 180 degrés, et donc, d'une certaine manière, il y a un décalage, à chaque fois qu'on rajoute un angle, il y a un décalage de 180 degrés qui se rajoute naturellement, mais totalement artificiellement, à cause de ce choix-là, qui était totalement contre-intuitif dès le début. Alors en fait, cette règle des 360 degrés que je viens de vous dire, elle n'est pas totalement exacte. Il y a des contre-exemples, c'est des cas où on a des polygones étoilés, par exemple comme ceci. Imaginez un pentagone étoilé. Eh bien ici, si vous faites la somme des angles selon la méthode réformée, vous n'allez pas trouver 360 degrés, mais vous allez trouver 720 degrés. Pourquoi 720 degrés? Eh bien 720, c'est 2 fois 360. Et encore une fois, eh bien, ça se comprend assez bien intuitivement. Pourquoi? Parce que si vous imaginez encore une fois une petite fourmi qui fait le tour ici et qui parcourt les différents traits du pentagone, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'avant de revenir à son point de départ, elle va faire 2 tours autour du point central. C'est-à-dire que là, elle part, elle arrive ici, puis elle arrive là, puis elle arrive là, et là, ici, elle a déjà fait un tour. Et ensuite, elle va continuer, et elle va faire un deuxième tour. Et donc, en utilisant comme ça des polygones étoilés, il est possible que la ligne que trace le polygone, eh bien, fasse plusieurs tours autour d'un point central. Et donc, dans ce cas-là, il est normal que la somme des angles fasse non pas 360 degrés, c'est-à-dire un tour complet, mais 720 degrés, c'est-à-dire 2 tours complets. Dans l'approche traditionnelle, si on fait la somme des angles d'un pentagone étoilé, eh bien, on retombe sur 180 degrés. Et là, encore une fois, où est le demi-tour? Où est le 180 degrés? Ben, comme un triangle. Pourquoi est-ce que, alors qu'on a 5 côtés, on retombe sur les mêmes valeurs que pour un triangle? Eh ben, c'est pas du tout intuitif et c'est assez difficile à comprendre. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, la question qui se pose, c'est mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que du coup, il faut jeter l'approche traditionnelle à la poubelle et puis hop, ça y est, on l'abandonne, on adopte cette nouvelle façon de faire et puis cette façon de faire, elle est meilleure. Là, je vous ai donné quelques exemples sur lesquels la façon de faire réformée est meilleure, mais vous pouvez chercher, d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez en écrire dans les commentaires si vous cherchez à d'autres théorèmes géométriques dans lesquels des angles interviennent et vous verrez qu'il y en a d'autres qu'on peut trouver dans lesquels cette approche réformée est meilleure et donne des résultats plus intuitifs que l'approche traditionnelle. Seulement, ce que je ne vous ai pas dit, et là je vous ai un peu menti, c'est que certes, il y a certains théorèmes dans lesquels l'approche réformée est meilleure, mais il y a quand même aussi certains exemples dans lesquels l'approche traditionnelle a son intérêt et dans lesquels elle est plus puissante et dans lesquels il est préférable de l'utiliser. Imaginez par exemple en astronomie que vous observiez des étoiles dans le ciel et que vous voulez mesurer avec un sextant, donc un appareil qui permet de mesurer l'angle entre les étoiles, l'écart entre ces différentes étoiles. Et bien dans ce cas-là, pour savoir si les étoiles sont proches visuellement dans le ciel, ce que vous voulez mesurer, c'est non pas le virage de l'angle, c'est pas à quel point cet angle tourne, mais ce que vous voulez mesurer, c'est l'écart entre les deux branches qui partent de la Terre et qui se dirigent vers chacune des deux étoiles. Et donc plus cet écart sera fin, plus les deux étoiles seront proches visuellement, et plus cet écart sera large, plus les deux étoiles seront éloignées visuellement. Dans ce cas-là, eh bien, l'approche traditionnelle est évidemment meilleure, et dans ce cas-là, il est pertinent de continuer à utiliser cette approche traditionnelle, et il existe plein d'autres exemples que je vous laisse imaginer dans lesquels cette approche traditionnelle garde quand même son intérêt. Alors du coup, maintenant, on ne sait plus quoi faire. Est-ce qu'il faut adopter l'approche réformée ou est-ce qu'il faut garder l'approche traditionnelle? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à mon avis, il faut faire les deux à la fois parce que les deux ont leurs intérêts. En fait, c'est un peu le même cas de figure que quand on étudie des figures géométriques et qu'il existe plusieurs façons de les mesurer. Prenons un exemple. Regardez ces deux rectangles. Chacun d'entre eux a une aire qui mesure sa surface et un périmètre qui mesure son contour. Et on ne peut pas vraiment dire comme ça, sans préciser, lequel de ces deux rectangles est le plus grand. Le rectangle de gauche a une plus grande aire que le rectangle de droite, mais celui de droite a un plus grand périmètre que celui de gauche.
En fait, c'est selon le contexte que l'on choisit de regarder soit l'aire, soit le périmètre, et donc il n'y a pas forcément de façon objective de dire l'un de ces deux des rectangles est le plus grand et l'un est le plus petit. Eh bien, c'est exactement pareil pour les angles. Si je vous en donne deux et que je vous demande lequel des deux est le plus grand, ça n'a pas vraiment de sens sans contexte. De la même façon qu'on parle d'aire et de périmètre, il faudrait deux mots différents pour désigner la mesure traditionnelle et la mesure réformée des angles qu'on vient juste de voir. Par exemple, je propose un vocabulaire, on pourrait parler de l'écartement d'un angle pour sa mesure traditionnelle et de virage d'un angle pour cette nouvelle approche. Et dans certains problèmes géométriques, il sera plus pertinent de parler d'écartement, tandis que dans d'autres problèmes, il sera plus pertinent de parler de virage. Et il est vraiment très intéressant de faire la distinction entre ces deux notions parce que certains résultats géométriques se comprennent beaucoup mieux et beaucoup plus intuitivement en tenant compte de la notion d'écartement et d'autres beaucoup mieux en tenant compte de la notion de virage. Bref, moi je m'arrête là, je vous laisse avec ces questionnements, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à en discuter entre vous dans les commentaires de la vidéo. Est-ce que vous trouvez ça pertinent de faire la distinction entre les deux notions géométriques d'écartement et de virage, ou de leur donner d'autres noms si vous voulez? Et n'hésitez pas à parler des différents théorèmes géométriques qui peuvent être plus pertinents selon un point de vue ou un autre. Je vous dis au revoir ici et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!